Imaginez-vous être en train de profiter d'un spectacle comprenant des acrobaties avec des animaux, dans ce cas des orques, et qu'à la fin de la présentation, vous soyez témoin d'un changement inattendu dans le comportement de l'animal qui finit par attaquer terriblement son dresseur. Je ne vous raconte pas la scène d'un film d'horreur, cela s'est réellement produit. Restez pour connaître en détail le Kiss de Dawn Brancheau et comment sa vie a pris fin alors qu'elle faisait ce qu'elle aimait le plus au monde. Dawn est née le 16 avril 1969 à Cedar Lake, Indiana, aux États-Unis. Elle était la plus jeune de 6 frères et sœurs. En 1979, alors que Dawn avait à peine 10 ans, sa famille décida de prendre des vacances et visita la célèbre ville d'Orlando, en Floride. Pendant leur séjour, ils assistèrent au fameux spectacle théâtral Shamu de SeaWorld. Dawn fut tellement étonnée et enchantée par la performance de l'orque qui sautait hors de l'eau qu'elle sut immédiatement à quoi elle consacrerait le reste de sa vie. Elle ressentit vraiment au fond de son cœur qu'elle voulait passer ses jours à travailler comme dresseuse d'animaux. Et en quittant les lieux, elle disait à sa mère avec conviction « C'est vraiment ce que je veux faire ». Par la suite, elle étudia à l'Université de Caroline du Sud, où elle obtint des diplômes en psychologie et en comportement animal. Dawn était une fille qui aimait les animaux, elle avait 2 chiens labrador chocolat, ainsi que des canards, des poules et des oiseaux chez elle. Elle était également bénévole dans un refuge pour animaux locaux tout en travaillant. Après avoir obtenu son diplôme, elle travailla avec des dauphins à Six Flags Great Adventure, dans le New Jersey, pendant 2 ans, avant de commencer sa carrière à SeaWorld Orlando en 1994, où elle travailla initialement avec des loutres et des lions de mer. Elle s'efforça toujours de donner le meilleur d'elle-même, car ses yeux étaient fixés sur le gros lot, pour ainsi dire. En 1996, Dawn réalisa son rêve. Après avoir épousé Scott Brancheau, qui travaillait également pour SeaWorld comme skieur nautique, Dawn commença à travailler comme dresseuse d'orques. Elle s'efforça de faire si bien son travail qu'elle resta 15 ans auprès des orques, y compris dans un rôle principal dans le populaire Shamu Show qui attirait des gens du monde entier. Shamu était le nom artistique utilisé par plusieurs orques qui se produisaient à SeaWorld dans le cadre de leur spectacle depuis les années 1960. Au fil des ans, SeaWorld décida d'enregistrer le nom. Sa vie n'aurait pas pu être meilleure. Pour Dawn, tout se passait comme elle l'avait imaginé un jour. Elle était l'image de SeaWorld, apparaissait sur les panneaux publicitaires dans tout Orlando, était très reconnue par beaucoup. Elle apparut même dans une interview télévisée où elle parla de l'importance de rester en bonne forme physique pour travailler avec les orques. C'est pourquoi elle passait elle-même des heures à s'entraîner. Elle adorait courir, soulevait des poids et faisait du vélo. Dawn était consciente des risques de son travail, mais elle ne laissa pas cela affecter le lien qu'elle avait formé avec son cher ami Tilikum. Comme elle savait que les orques en liberté n'avaient jamais attaqué d'humains, elle se fia à cela et ne crut pas que quelque chose serait différent. Pendant des années, nous avons vu les orques très sympathiques, et à cause de ces spectacles marins, nous nous faisons l'idée que ce sont des animaux amicaux et affectueux. Mais la vérité s'avère un peu accablante, et c'est que les orques sont des super prédateurs, ce qui signifie qu'au-dessus des orques, il n'y a aucun prédateur, c'est-à-dire qu'elles sont en tête de la chaîne alimentaire dans les océans. L'orque est même capable de se nourrir d'espèces aussi grandes et aussi bien préparées pour l'attaque qu'elle-même. Ainsi, non seulement elle rivalise avec d'autres animaux dans la chasse aux phoques, aux dauphins, aux grands calmars ou aux poissons, mais en plus, des sciadorques attaquant de grands requins blancs ont été constatés. Les mâles atteignent une longueur et un poids maximum de 9 mètres et 568 kg, tandis que les femelles n'atteignent que 7 mètres de long et 310 kg de poids. Elles possèdent de temps à fourtant pièces dentaires dans chaque cadran des mâchoires et au total, elles totalisent entre 40 et 46 dents. Toutes ont la même forme, sont relativement grandes, atteignant 13 cm de longueur, avec des pointes légèrement émoussées et courbées vers l'intérieur. Elle a une bonne vision dans et hors de l'eau, son ouïe est excellente et elle a un bon sens du toucher. Comme les autres cétacés, elle manque d'odorat. Elle a un système d'écholocation exceptionnellement sophistiqué.
Elle est capable de détecter l'emplacement et les caractéristiques des proies et d'autres objets de son environnement en émettant des sons et en recevant et interprétant ensuite les échos. En liberté, les orques peuvent nager jusqu'à 160 km par jour et plonger jusqu'à 350 mètres de profondeur. Les orques vivent généralement en groupes de moins de 40 individus. La communication vocale des orques est très développée et est un élément essentiel pour permettre les relations sociales complexes qu'elles maintiennent. Comme tous les odontocètes, les orques dépendent des sons émis pour s'orienter, se nourrir et communiquer entre elles. Elles consacrent également beaucoup de temps à entraîner leurs petits, y compris les compétences de chasse. Les techniques de chasse de l'espèce varient selon la région dans laquelle elle vit, l'animal chassé et le type d'orque. Elles peuvent le faire individuellement ou en équipe. Par exemple, pour tuer de grands cétacés, elles le font lors d'attaques coordonnées entre plusieurs individus, au cours desquelles la proie est heurtée et mordue à plusieurs reprises aux nageoires pectorales et caudales, aux flancs, au dos et à la tête, tombant finalement épuisées par la perte de sang. Une autre méthode de chasse qu'elles utilisent est l'échouage intentionnel pour capturer des loups et des éléphants de mer lorsqu'ils se trouvent près du bord de la mer. Cette chasse si particulière est très risquée, car la possibilité que pendant la tentative d'attraper sa proie, l'orque s'échoue sur la plage et soit incapable de retourner à l'eau est très élevée. Une autre technique documentée consiste à jeter à l'eau les phoques qui se reposent sur de petits icebergs ou plaques de glace. Pour cela, plusieurs orques nagent en formation serrée vers l'objectif, pour provoquer des vagues qui inclinent le bloc de glace et font glisser la proie. La vérité est qu'il n'y a aucun doute sur leur astuce. Selon des études, les orques ont le quotient intellectuel d'un humain de 16 ans, possédant le deuxième plus grand cerveau parmi les cétacés après le cachalot. Les orques sont capables d'imiter d'autres individus et semblent enseigner intentionnellement des compétences à leurs parents. La vérité est que nous pouvons dire que l'orque est un animal très intelligent en raison de son environnement, de son comportement et de ses stratégies de survie. Mais toute cette grandeur se réduit lorsque l'orque est maintenue en captivité. Bien qu'au début elles puissent se montrer dociles et faciles à dresser, ce n'est pas du tout bon. Elles sont confinées dans de petits réservoirs et sont nourries avec un régime de poissons congelés. Leur espérance de vie est faible comparée à celle des orques qui sont en liberté. L'enfermement produit chez ces animaux des troubles continus de leur santé, de type pathologique, c'est-à-dire des maladies, et psychologiques. Oui, bien que vous ne le croyiez pas, elles peuvent souffrir de dépression, ainsi que d'altérations de leur anatomie. Un cas très particulier et notoire est la perte de rigidité de leur nageoire dorsale. Comme elles sont dans de petits bassins, elles ne peuvent pas plonger complètement, ce qui atrophie les muscles qui maintiennent la nageoire dorsale droite. Elles ne peuvent pas chasser ni adopter des comportements naturels, ce qui leur provoque de l'ennui, du stress et des troubles mentaux. Ces orques captives détestent être enfermées, et on sait que beaucoup d'entre elles montrent des comportements anormaux, comme nager en cercle sans arrêt, et peuvent agir agressivement contre elles-mêmes, contre leurs compagnons de bassin et contre les humains. Bien qu'on connaisse quelques rencontres d'orques en liberté avec des humains, celles-ci n'ont pas été alarmantes. Cependant, les CA d'attaque d'orques en captivité qu'elles ont protagonisées existent. Il y a près de 2 douzaines d'attaques contre des humains, certaines avec des résultats mortels. Et la dernière rencontre fatale enregistrée d'une orque avec un humain s'est produite en 2010, et elle fut protagonisée par une orque appelée Tilikum, le grand ami de Dawn Brancheau. Tilikum était une orque mâle qui vivait en captivité à SeaWorld d'Orlando, aux États-Unis. Il fut séparé de son groupe familial et capturé en 1983, près de l'Islande. Quand il avait environ 2 ans, il fut envoyé à Sealand du Pacifique à Victoria, au Canada. Là-bas, il passa un très mauvais moment. Il devait cohabiter avec 2 femelles appelées Haida 2 et Nootka 4. Quand le parc fermait, les orques étaient enfermés dans une piscine très petite et comme les orques en liberté sont très matriarcales, Tilikum était constamment agressé par ses compagnes et avait souvent des blessures. De plus,
La méthode de dressage que les entraîneurs appliquaient était très agressive et il était puni s'il échouait ou ne suivait pas sa compagne pendant l'entraînement, car il était entraîné avec une orque femelle. Étant le seul mâle et ses compagnes étant très agressives envers lui, ils se virent dans l'obligation de les séparer, ce qui l'affecta probablement de manière psychologique, car ils sont très sociables et ne se séparent pas de leur famille. Le 20 février de l'année 1991, Tilikum tua Kelty Byrne, âgée de 21 ans, une nageuse qui travaillait à temps partiel comme entraîneuse pour gagner un peu d'argent supplémentaire tout en étudiant la biologie marine. Selon des témoins, Tilikum emprisonna Kelty, l'attrapa par le pied et la submergea à plusieurs reprises sans la lâcher, tandis que les deux autres orques nageaient en cercle, empêchant le personnel du parc de venir en aide à Kelty. Selon un témoin, on entendit Kelty crier « Je ne veux pas mourir, à l'aide !» Sealand se défendit en disant que l'entraîneuse avait glissé et était tombée dans le bassin où se trouvaient les orques, ceux qui pour eux étaient une séance de jeu et elle était malheureusement dans l'eau. Avec cette déclaration, ils ont couvert l'incident comme un accident provoqué par l'employée elle-même. Ce fut sa première victime. Étant donné les circonstances, le parc Sealand ferma ses portes au public. Il faut bien sûr souligner qu'il n'avait ni la capacité ni les conditions pour héberger les animaux. En 1992, Tilikum fut transféré à SeaWorld, à Orlando, en Floride. Une fois de plus, sa cohabitation fut difficile, car il était le seul mâle. Le même schéma de comportement des femelles envers Tilikum se répétait. Ainsi, s'il n'était pas agressé par les femelles, il se trouvait isolé, et c'est de cette manière qu'il alternait sa vie, et cela se répéta pendant plusieurs longues années. Jusqu'à un matin du 6 juillet 1999, lorsque les entraîneurs restèrent sans voix et terrifiés devant la découverte du corps sans vie de Daniel Dukes, âgé de 27 ans, sur le dos de Tilikum, qui, selon la version officielle, s'était introduit dans le parc pendant la nuit. SeaWorld se prononça à ce sujet et mentionna que le jeune homme était sans abri et mentalement instable. De plus, dans leur première version, ils assuraient que l'homme ne présentait pas de traces de morsure sur son corps et qu'aucune trace de sang n'avait été trouvée dans la piscine. Ceci dans l'intention de favoriser l'entreprise. La vérité est que les enquêtes ont indiqué que Daniel Dukes était mort d'hypothermie dans le bassin des orques et avait été découvert le lendemain matin après que Tilikum eut passé la nuit à mordre et à jouer avec le cadavre, car il fut retrouvé nu et castré. 6 déclarations indignèrent complètement les parents de Daniel, qui déposèrent une plainte contre SeaWorld 2 mois après la mort de leur fils, qu'ils retirèrent par la suite pour des raisons inconnues. Compte tenu de tout ce qui a été décrit précédemment, ajouté aux antécédents de l'orque Tilikum, n'importe qui dans son bon sens y réfléchirait à 2 fois avant de s'approcher d'une orque, comme le ferait dans ce cas un entraîneur. Eh bien, malgré le fait que Dawn était consciente de tout cela, son affection pour Tilikum l'aveugla complètement. Et malheureusement, Dawn Brancheau fut la 3e victime sur la liste de Tilikum. Dans l'après-midi du 24 février 2010, Dawn Brancheau effectuait un spectacle de dîner avec chameau avec son cher ami Tilikum, qui mesurait alors 6,9 mètres de long et pesait 5400 kg. 6 nageoires pectorales mesuraient environ 2 mètres de long. Sa nageoire caudale était courbée vers le bas et sa grande nageoire dorsale d'1,8 mètre était complètement effondrée vers le côté gauche. C'était l'orque la plus grande et la plus populaire de SeaWorld Orlando à ce moment-là. Sa présentation se déroulait pendant que les visiteurs se trouvaient dans un restaurant en train de profiter d'un repas en plein air. De nombreuses familles faisaient leurs réservations pour emmener leurs enfants voir l'énorme orque avec sa grande dresseuse effectuant ses tours les plus impressionnants. Le spectacle fut vraiment impressionnant. Dawn s'en tint à sa routine, montrant à son public comment Tilikum agissait tout en le récompensant avec du poisson. Une fois le spectacle terminé sans aucune nouveauté, les touristes commencèrent peu à peu à se lever et à partir, tandis que certains d'entre eux restaient encore au restaurant, en train de filmer sans imaginer ce qui allait se passer et que ce seraient les dernières minutes de vie de Dawn. Innocemment, comme c'était son habitude chaque fois qu'elle terminait son spectacle, Dawn s'approchait de Tilikum pour lui caresser le nez,
comme pour le remercier de son comportement, en plus de sentir que son approche calmait Tilikum du stress de la présentation. Dawn aimait vraiment beaucoup Tilikum. Elle sentait une connexion spéciale avec lui, malgré les antécédents de l'orque. Dawn se souciait davantage des sentiments de Tilikum, que tout aille bien pour lui, et ne pensait pas si être proche de lui la mettait en danger. Sa confiance et son amour l'amenèrent une fois de plus à s'allonger au bord de la piscine à côté de son énorme ami, sans imaginer qu'à ce moment-là, tout allait complètement changer. Tout s'est passé très vite. Il y a deux versions de la façon dont Tilikum a attaqué. L'une dit qu'il a attrapé Dawn par le bras et l'a submergée, et l'autre dit que l'orque l'a saisie par sa queue de cheval. Quelle que soit la façon dont cela s'est produit, cela n'avait d'importance que pour les enquêtes ultérieures. Mais le fait est que Tilikum l'a submergée dans le bassin et ne l'a pas lâchée, la balançant sous l'eau. Son attaque fut très violente et prolongée. Imaginez qu'il la tenait par les cheveux avec ses dents énormes et puissantes, la déplaçant de droite à gauche comme s'il s'agissait d'un jouet, est vraiment effrayant rien que d'y penser. Tous ceux présents sur les lieux furent sous le choc, stupéfaits par l'attaque violente de l'orque envers sa dresseuse de longue date. Les touristes qui ont assisté à cette scène terrifiante ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont vécu cet après-midi-là, étant venus avec l'espoir de ramener de beaux souvenirs chez eux et finissant par être témoins de quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé voir. Immédiatement, ses collègues activèrent un protocole pour essayer d'aider Dawn. Dans ces cas-là, la priorité était d'évacuer les visiteurs, tandis que d'autres collègues tentaient d'attirer l'attention de Tilikum avec de la nourriture pour qu'il lâche sa dresseuse. Ils essayaient aussi de le détourner avec des filets, mais les tentatives étaient vaines. Tilikum ne lâchait Dawn pour rien au monde. Il est fort probable que Dawn soit morte quelques minutes après avoir été violemment submergée dans l'eau. 6 collègues savaient que Dawn n'était déjà plus parmi eux, mais ils firent néanmoins l'impossible pour la récupérer des mâchoires de Tilikum. Finalement, ils décidèrent de l'emmener dans la zone de la piscine médicale qui était peu profonde. Et là, ils essayèrent de le calmer pour qu'il lâche Dawn qu'il avait dans sa bouche depuis 45 minutes. L'autopsie de Dawn Brancheau fut rendue publique et elle décrit l'état de son corps, y compris la cause de sa mort. Selon le rapport, Dawn est morte par noyade et traumatisme par objet contondant. Son corps présentait de nombreuses fractures, notamment à la mâchoire, aux côtes et aux vertèbres cervicales. Son coude gauche était disloqué et son genou gauche également. Elle a été attaquée avec tant de force et d'agressivité que son cuir chevelu était complètement détaché et a été retrouvé au fond de la piscine. Sa famille, en apprenant ce qui s'était passé, se présenta rapidement, ne pouvant croire ce qui arrivait. Dawn, si pleine de vie, super active et charismatique, dévouée à son travail, il était presque impossible de penser que la cause de sa mort était l'animal qu'elle aimait et appréciait le plus. Avec beaucoup de douleur dans leur cœur, sa famille était présente dans une salle d'audience, demandant que les vidéos des caméras de sécurité du parc, qui avaient capturé les scènes épouvantables de Tilikum tuant Dawn, restent privées, car de nombreux médias voulaient que les images soient rendues publiques pour alerter les parcs aquatiques des dangers liés à la détention d'animaux en captivité. La mort de Brancheau fut le début de nombreuses et complexes affaires judiciaires dans lesquelles le parc SeaWorld se trouva impliqué. Le 23 août 2010, le parc fut condamné à une amende de 75 000 $ par l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, pour la violation de 3 règles de sécurité, dont 2 liées à la mort de Brancheau. Mais qu'était cette somme comparée à ceux que générait le spectacle mettant en scène Tilikum et Dawn Brancheau pendant une semaine, voire une journée? Eh bien, en vérité, cela ne plut pas du tout à l'entreprise, et SeaWorld publia un communiqué qualifiant les résultats de l'OSHA de sans fondement. Tilikum fut retiré du spectacle pendant que les enquêtes étaient menées et revint pour les spectacles le 30 mars de l'année 2011. Mais cette fois, le parc avait dicté de nouvelles mesures aux employés pour traiter avec les orques. Les dresseurs n'étaient pas autorisés à entrer dans l'eau avec Tilikum. Tout se faisait depuis un petit mur qui ne donnait pas de contact direct avec l'animal. De plus, des tuyaux à haute pression étaient utilisés pour le diriger ou le masser,
au lieu d'utiliser les mains. Des garde-corps amovibles furent également installés sur les plateformes et des filets de sécurité dans la piscine. Après plusieurs mois, le 7 décembre de la même année 2010, on apprit que Tommy Lee, membre de la PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, et également membre du groupe musical Mötley Crüe, avait envoyé une lettre au président de SeaWorld. Il y dénonçait plusieurs pratiques du parc envers Tilikum qui le blessaient en tant qu'être vivant, et dénonçait également sa réclusion dans un bassin de dimension réduite après la mort de sa dresseuse, exigeant sa libération. Le lendemain, SeaWorld répondit à la lettre de Lee, indiquant que les accusations de la PETA étaient inappropriées. SeaWorld fut à nouveau sous les feux des projecteurs lorsqu'en 2013, un documentaire intitulé Blackfish fut diffusé. Sa réalisatrice avait commencé à travailler sur ce documentaire après la mort de Dawn Brancheau, et il se concentre sur la vie de Tilikum. Une orque à qui le destin a joué un mauvais tour, ayant sa première rencontre avec les humains en 1983, lorsqu'il fut capturé à l'âge de seulement 2 ans. À partir de ce jour, la vie de Tilikum ne fut plus normale, passant du grand océan à des journées dans des bassins qui ne ressemblaient en rien à son habitat naturel. Dès lors, ces journées étaient remplies de harcèlement de la part de ses compagnes, qui se trouvaient également en captivité avec lui. Il pouvait passer jusqu'à plus de 14 heures par jour enfermé sans lumière dans de petits réservoirs, le privant de son développement en tant qu'animal et de ses instincts les plus naturels. Selon les biologistes consultés pendant le film, il est possible que le comportement agressif et psychopathe de Tilikum ait été causé par tant de répression de la part de ses ravisseurs. Le documentaire a été très bien reçu par le public, ce qui nous montre qu'il y a encore dans le monde des personnes qui comprennent l'altération qui se produit dans le cycle de la vie lorsqu'on prive de liberté un être vivant qui n'est pas créé dans le but de divertir un public et de remplir les poches des autres. Il a également rappelé à ses spectateurs que lorsqu'elles sont en liberté, il n'existe pas de CA d'attaque envers les humains, contrairement à ce qui se passe lorsqu'elles sont captives. Là, elles sont obligées de réaliser des activités en échange de nourriture, car pour qu'elles apprennent souvent une routine, il était courant de les laisser sans manger. On oubliait aussi que ce sont des animaux très attachés à leur groupe familial et que, même si on les mettait avec des individus de leur espèce, s'ils n'étaient pas de leur groupe, il n'y aurait aucune affinité. Le film raconte également la mort d'un dresseur d'orques qui a perdu la vie pendant un entraînement au Loro Park de Tenerife. Le soigneur s'appelait Alexis Martinez et avait 29 ans quand tout s'est passé en décembre de l'année 2009. Les entreprises de parcs aquatiques croient qu'en captivité, certains animaux peuvent vivre plus longtemps, mais dans le cas des orques, ce n'était pas le cas. Leur espérance de vie moyenne en captivité est de 25 à 30 ans, alors que s'ils sont en liberté, dans leur habitat, l'espérance de vie pour les mâles peut aller jusqu'à 50 ans et pour les femelles jusqu'à 100 ans. Une réalité qui, malgré les chiffres et les statistiques, continue d'être ignorée. Les critiques reçues par ce documentaire ont été très bonnes. Il y a eu plusieurs notes dans des colonnes de magazines reconnus et sur des sites web. Beaucoup ont fait écho à la polémique existante sur le maintien des orques en captivité pour être montrés dans des spectacles de cirque. Eh bien, la vérité est que ce documentaire a eu un effet assez considérable pour ces entreprises qui profitent de ces activités. Et c'est que la fréquentation du parc SeaWorld et Busch Gardens a diminué de 5% au cours des 9 premiers mois de l'année 2013. Bien sûr, on ne peut pas affirmer que cette réduction était due à l'influence du documentaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette même année, de nombreux artistes musicaux avaient annulé leur participation au festival Bands, Blues and BBQ qui s'est tenu par la suite en février et mars 2014. En guise de protestation contre les supposés mauvais traitements infligés aux animaux dans ce parc aquatique. Le parc SeaWorld a reconnu en novembre 2014 que la fréquentation avait chuté de 5,2% par rapport à l'année précédente et que les bénéfices avaient baissé de 28% au cours de ce trimestre. Les actions de la société ont chuté de 50%. Ces statistiques indiquent que le documentaire a réussi à sensibiliser de nombreuses personnes à ce moment-là. Actuellement,
de nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec l'existence des zoos ni des parcs aquatiques. La vérité est que tant les animaux que les êtres humains, nous avons des habitats différents. Nous ne pouvons pas mélanger nos vies avec celles des animaux sauvages. Ils ont été créés pour vivre en liberté, avec des instincts naturels pour leur survie, dans laquelle l'intervention humaine n'est pas envisagée. Chaque animal sauvage a la capacité de se développer dans son environnement. Si nous intervenons pour une raison quelconque, nous endommageons quelque chose qui est prédestiné dans son ADN. Nous ne pouvons pas les rendre dépendants de nous, sinon leur comportement et leur développement ne seront pas les mêmes que s'ils devaient se débrouiller seuls. Malheureusement, cela se produit lorsque nous les sortons de leur habitat pour démontrer que nous avons le pouvoir sur eux. Démontrer que nous pouvons les dresser à notre guise et pour notre divertissement, nous ignorons tout dommage que cela peut provoquer chez les animaux. Nous ne pensons qu'à nos bénéfices et cela a fait que la nature perde de plus en plus une partie de son charme, que par l'intervention de la main de l'homme, des espèces entières aient disparu. Le cas des orques est similaire à celui des lions ou des tigres dans les zoos, des animaux qui ont des hectares pour développer leur musculature, se retrouvent souvent enfermés dans des espaces très réduits, si bien que la plupart du temps ils sont couchés, perdent le sens de la chasse en étant nourris directement, sans parler de ceux qui naissent en captivité et n'ont jamais vu une prairie. Il en va de même pour les orques. L'océan est si immense qu'elles peuvent se déplacer où elles veulent et plonger jusqu'à la profondeur désirée. Elles ont une grande variété d'aliments et des techniques de chasse qu'elles ont elles-mêmes mises en place et enseignées à leur génération, sans avoir besoin de l'intervention humaine. Bien sûr, nous ne pouvons pas nier qu'assister à ces spectacles est fascinant du fait que, étant des animaux sauvages, nous ne sommes pas près de les voir dans leur habitat. Nous sommes envahis par la curiosité de savoir comment ils sont, comment ils se sentent au toucher, quel est leur comportement. Donc, il ne suffit pas de les voir seulement dans des programmes éducatifs, mais nous devons les voir face à face. C'est pourquoi nous nous prêtons à assister à ces parcs et à nous distraire, tout en sachant qu'ils souffrent de stress constant et parfois même de mauvais traitements de la part de certains soigneurs. Nous adorons penser à la capacité qu'ils ont d'apprendre des routines, sans imaginer l'arrière-plan de tout cela. Sachant le risque qui existe d'être à côté d'animaux sauvages, beaucoup de personnes décident d'effacer cette pensée de leur mémoire et laissent place aux sentiments aveuglants pour eux. Et elles décident d'être là, partageant l'espace, parce qu'elles pensent pouvoir supprimer même les instincts les plus profonds avec des marques d'affection. Et malgré les résultats, elles continuent d'agir de la même façon, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent face à face avec la mort. Et quand elles arrivent à ce point, il n'y a plus de retour en arrière, elles ne dépendent que d'un miracle ou que ce ne soit pas leur heure. Il ne faut qu'une milliseconde pour que leur vie s'éteigne. Tous les dresseurs d'orques savent qu'ils sont face à une bombe à retardement et c'est une roulette au hasard. Ce jour-là, Don Brancho a cru que ce serait comme les autres, un jour de plus dans son travail avec son animal préféré. Dans son esprit, rien de mal ne pouvait arriver, pas à elle, parce qu'elle savait qu'elle montrait une véritable affection à Tilikum. Ses collègues pouvaient sentir cette démonstration d'affection. Ils étaient témoins de la connexion qu'elle avait avec l'orque. Son sourire dans chaque partie de son spectacle n'était pas seulement parce que son acte le méritait, mais parce qu'elle donnait tout d'elle-même dans chaque présentation. Elle aimait vraiment partager la piscine avec Tilikum. Ses proches et amis se souviendront d'elle comme d'une femme passionnée par son travail, amoureuse à 100% des animaux qui prenait très bien soin de Tilikum. Grâce à certains touristes qui filmaient encore la rencontre de Dawn avec Tilikum, on peut voir le sourire et la tranquillité qu'elle avait, images avec lesquelles sa famille a décidé que Dawn serait rappelée. Pour Tilikum, sa fin a également été très triste. Depuis l'année 2016, Tilikum a commencé à agoniser lentement à cause de ce que les vétérinaires de SeaWorld ont appelé une infection bactérienne dans ses poumons qui est résistante au traitement et donc incurable. Tristement, il est décédé le 6 janvier 2017 à l'âge de 36 ans dans les installations de SeaWorld à Orlando, en Floride. Actuellement, on peut voir plusieurs de ces petits se produire dans divers SeaWorld et autres parcs marins. La famille de Dawn, pour sa part, a créé la fondation Dawn Brancho qui se consacre à améliorer la situation et la qualité de vie des animaux et des enfants dans le besoin.
Rappelle-toi, nous pouvons intervenir si les circonstances le justifient, mais pas pour les sortir de leur confort comme l'est leur habitat, par simple plaisir. Cela n'est vraiment pas bien du tout. Nous ne devons pas oublier que tout animal doit être traité avec respect. Ils n'ont pas été créés dans le but de nuire à l'être humain. Ils n'ont pas la capacité de raisonner sur le bien ou le mal, capacité que nous, les êtres humains, possédons et dont nous pouvons faire bon usage quand il s'agit d'animaux. Nous savons que la grande majorité des personnes utilisent leur voix pour aider de nombreux animaux à risque. C'est pourquoi il existe des organisations, des fondations, des refuges entre autres. Et tant qu'il existera encore des personnes dans le monde disposées à prendre soin du bien-être de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, nous pouvons avoir foi en l'humanité. Nous regrettons le dénouement final de cette belle histoire d'amitié et de soins que Dawn s'est chargée de forger pendant des années. Sûrement, si Dawn était encore parmi nous, elle ne se serait jamais séparée de son cher ami Tilikum. Elle l'aurait accompagné jusqu'à ses derniers jours ici sur Terre. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Nous aimerions savoir ce que tu as pensé de ce cas. Crois-tu que la mort de Dawn Brancheau aurait pu être évitée? Que penses-tu de la captivité des animaux sauvages pour notre divertissement? Crois-tu qu'il est en notre pouvoir de changer le triste destin de nombreux animaux, en particulier celui des orques? Fais-nous savoir ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo et d'activer les notifications. Rappelle-toi aussi de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À bientôt!